Bonjour et merci d'abord à tous ceux qui sont présents de se lever tôt le matin pour venir voir nos intervenants que je salue, que je remercie aussi de s'être levé tôt et d'avoir raté la messe. Non mais c'est dans le ton aujourd'hui en ce moment. 3 intervenants pour cette table ronde. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Vous avez obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2013, en catégorie essai. 2013 17. Ah, c'est mon imprimante, vous voyez mal. Il va falloir que je change l'encre. Et puis, on lui doit divers articles et des ouvrages, dont du Yéti au calmar géant, chez Delachaux et Nestlé en 2016. Et en 2021, Les portes de la perception animale. On va parler des monstres avec vous. Gilberto Villarroel, né à Santiago du Chili, écrivain français et chilien. Vous écrivez en français, je crois, maintenant. C'est ça, voilà, absolument. L'éditeur est content, ça lui évite le traducteur. Gilberto Villarroel est scénariste et producteur de télévision et de cinéma. Aujourd'hui, il réside à Paris depuis un certain nombre d'années, où il écrit, tome après tome, les aventures de Lord Cochrane, des romans qui convoquent les maîtres du récit maritime. Ça traduit votre admiration pour Edgar Poe et Jules Verne, bon choix, et pour les mêler aux créatures issues de l'imaginaire, en particulier Lovecraftien. Selon Jean-Luc Rivera, collaborateur de France Culture et modérateur apprécié du festival, c'est, je le cite, l'une des séries historico-fantastiques les plus réussies de ces dernières années. Excusez du peu pour le compliment. Et last but not least, comme on dit dans vos mauvais anglais, Stéphane Plateau, historien de formation, entrepreneur en économie sociale. Vous êtes vous êtes aussi l'auteur de plusieurs spectacles d'histoire vivante. Vous n'avez pas comme seul travail qu'écrivain, en tout cas, vous avez exercé d'autres professions qu'écrivain. Votre saga de fantastique Les Sentiers des Astres, qui vous a valu d'emblée le prix Imaginal et le coup de cœur que j'accordais aux auteurs dont j'estimais qu'ils étaient les grands de signature de demain, et donc maintenant d'aujourd'hui. C'est une des sagas de fantasy à avoir conquis un lectorat significatif en France. Dans un monde, votre univers se passe dans un monde où il y a 2 camps qui s'affrontent, et l'un de ces 2 camps est en train de perdre une guerre civile qui est une toile de fond de vos récits. Et l'un de ces camps, celui qui perd la guerre, est en train d'essayer de retrouver le roi d'Isère au nord et peut-être une arme miraculeuse qui pourrait inverser le cours des combats, avec un groupe atypique de personnages qu'on va décrire de façon plus précise de roman en roman. Voilà, j'ai présenté nos 3 invités, chacun à sa façon, ils vont nous parler des monstres, et donc on va rentrer dans le vif du sujet avec Stéphane Plateau. Dans Manèche, le tome 1 de votre série, l'un de vos héros qui se cherche est à la recherche de son père, qui serait un géant solaire, un monstre aux yeux de beaucoup. Pour vous, réel ou imaginaire, est-ce que le père est toujours un monstre ? Alors, c'est ici. Voilà. 1, 2. Bonjour. Enchanté. Voilà, donc effectivement, Manèche est un enfant qui était déposé devant un château dans un panier, confié aux humains par un géant solaire qui erre dans la forêt, qui s'appelle le semeur de feu, qui appartient à une race qu'on croit plus ou moins éteinte, mais qui est donc un être surdimensionné non seulement par la taille, puisqu'il doit faire la taille de 2, 3, 4 humains, on ne sait pas très bien, on ne le voit jamais, c'est une créature qui reste toujours cachée dans le bois, mais qui a aussi une ardeur fabuleuse, puisque les géants... comme lui, les géants solaires, les géants lunaires ont en eux une énergie originaire des astres qui est très puissante, une force de vie, une force de création, une force de réalisation qui est très forte. Et voilà. Et donc il est abandonné par ce père qui, dans ses errances, ne peut pas s'encombrer d'un enfant semi-humain qui n'est probablement pour lui que le fruit d'un bon moment passé avec une humaine. Et ce personnage va, devenu aux portes de l'âge adulte, poursuivre son père, attendre son prochain passage dans la forêt et lui courir littéralement après. Courir après ses origines, après son identité. Et ce père ne se laisse pas rattraper. C'est une sorte
de Zeus qui sème des enfants mais qui ne s'en encombre pas. Mais c'est vrai qu'il y a derrière ce personnage ce que c'est que d'avoir eu un père très brillant, trop brillant, pas toujours présent, occupé un peu partout, qui rayonne de bien des manières, et la difficulté à exister à l'ombre d'un tel soleil, en fait, même quand c'est un père positif, même quand c'est une figure positive. Alors ici, la situation de mon personnage est un petit peu plus embêtante que la mienne, dans le sens où, voilà, ici, il est abandonné, il est insignifiant. Moi, j'ai pas eu ce problème, heureusement. Mais on a quelque part ici un monstre qui est un monstre positif mais ambigu quand même, qui peut symboliser en fait quelque chose de fondateur dans notre existence, qui le surdimensionne. Vous aimez beaucoup dans vos histoires, Stéphane Plateau, mettre en scène des monstres ou des gens ou des personnages ou des héros qu'on peut qualifier comme tels. Il y a parmi eux beaucoup de personnages solaires, et il y a ceux qui brillent en éclairant les autres et ceux qui brillent en les plongeant dans l'obscurité, ce qui est évidemment un choix de vie pour les personnes concernées, mais aussi pour ceux qui les apprécient ou qui les subissent, c'est selon. Entre des personnages qui brillent en éclairant les autres et ceux qui les plongent dans l'obscurité, est-ce que c'est dans ce choix-là que naissent les monstres ? Il y a un autre personnage monstrueux qui revient dans un autre titre, qui est un à côté de la saga, qui s'appelle Dévoreur, dans lequel on va suivre un brave montagnard qui est un père de famille veuf, qui s'occupe de ses 2 fillettes et qui est un homme jovial. C'est un bon grand gaillard, une bonne grosse carcasse, un peu dans mon genre, jovial, rigolard, etc. Et puis un jour, il y a un astre qui brille trop fort au-dessus de sa maison, et uniquement au-dessus de sa maison, qui est un astre néfaste, qui s'appelle le Dévoreur. Parce qu'il vous dévore intérieurement, notamment, et parce qu'il peut vous amener à dévorer les autres. Et donc le comportement de ce père de famille change très fortement vis-à-vis de son entourage, de façon dramatique. Et on bascule dans un récit d'horreur fantastique qui n'est pas sans rappeler un célèbre monstre de conte de fées, mais qui est vu ici du point de vue des adultes, et qui est un peu une relecture du mythe de Cronos. Cronos, le géant grec, enfin le titan grec qui dévorait ses enfants pour ne pas qu'ils leur succèdent. Alors là, on a un père qui est donc totalement dysfonctionnel. Derrière ce mythe du père écrasant qui dévore ses enfants, qui peut être lu à plusieurs niveaux, qui peut être lu au premier degré, comme un ogre, qui peut être lu à un degré qui évoque des drames qu'on a beaucoup connus en Belgique et dans l'Église et ailleurs, qui peut évoquer aussi quelque chose de plus symbolique, puisque ce mythe de Cronos, je trouve qu'il est terriblement actuel. Ce personnage, cet ogre, explique qu'il n'a plus de limite maintenant qu'il fait ça à lui-même, à sa propre puissance, à sa propre croissance. Il devient d'ailleurs immortel en dévorant des chérubins, en dévorant son propre héritage, en fait. Et le mythe de Cronos, ça parle de la place, des limites qu'on est prêt à se mettre à soi-même pour laisser place aux générations futures ou pas. La paternité, parce que c'est quelque chose que j'expérimentais au moment de l'écriture, est aussi à un moment des limites qu'on accepte de se mettre pour laisser place à un autre ou à plusieurs autres êtres vivants. Et on se met, tous ceux qui sont parents savent qu'on se met pendant un bout de temps de véritables limites en faisant ce don de vie. Notre société est-elle un Cronos ? Sommes-nous un monstre inspiré de Cronos qui dévore les futurs de nos enfants, qui dévore sans limite les ressources dont nos enfants ont besoin pour exister ? Moi, je trouve ce mythe d'une grande actualité, et ça amène à réfléchir aussi sur ce que c'est qu'un monstre en tant que collectivité. L'ogre faisait allusion, mais on peut le dire de façon plus nette, c'est aussi une métaphore du pédophile agresseur d'enfants. Et là, le monstre devient un monstre humain. Il est parmi nous, et parfois il est parmi nos proches. Dans le milieu de l'imaginaire, il n'est un secret pour personne que l'un des écrivains qui aujourd'hui disparu, on ne va pas s'apesantir, mais ça nous a tous choqués parce qu'on le connaissait. Évidemment, derrière l'écrivain, certes un peu réservé, certes pas très facile d'accès, mais évidemment, il y a des gens préservés, pas faciles d'accès, qui sont des gens très bien. Et là, on avait quelqu'un qui cachait un abominable secret, c'est sa consultation de nombreux sites pédophiles et qui donc encourage des agressions. Et voilà, c'est une personne qu'on côtoyait, qu'on voyait. Donc,
Est-ce que les monstres, finalement, et c'est ce que vous dites aussi dans certains de vos textes, Stéphane Plateau, les monstres sont parmi nous? Et finalement, ils ne sont pas différents de nous, si quand même, dans les pratiques, mais ce sont des êtres humains, et c'est ça qui est effrayant, peut-être. Pour quelqu'un qui est naturellement foi en l'humanité comme moi, il y a une certaine naïveté vis-à-vis de ce genre de personnages, et j'essaie de la travailler en les mettant en scène, parce qu'effectivement, les monstres sont parfois là parmi nous, et il y a des êtres humains qui véritablement n'ont pas de limites, n'ont pas certaines limites, et le monstre, c'est ça aussi. Les monstres humains sont souvent les plus intéressants. C'est ceux qu'on peut vraiment travailler le plus en finesse, et aussi on peut rechercher davantage l'explication de leur monstruosité et essayer de creuser pourquoi ils sont devenus des monstres. Mais effectivement, le monstre, c'est aussi la personne qui sort des limites de ce qui est acceptable socialement. Et pour certaines personnes, le fait d'en sortir, qui n'est pas un choix, est quelque chose qui devrait être acceptable. Ça, c'est le Phrix, hein, c'est le monstre qui est juste ce qu'il est, mais ce qu'il est hors des normes, et ce sont les normes qui sont trop étriquées. Mais c'est un monstre intéressant parce qu'il est perçu comme un monstre aux yeux des autres. Et puis, il y a le monstre qui est sorti hors de normes qui définissent en fait l'humanité et la possibilité de vivre en société, comme l'ogre, hein, et comme d'autres. On a dans la série aussi un personnage qui est très travaillé, qui est un personnage de pervers narcissique. En fait, on a une relation de couple toxique qui met en scène en victime un personnage féminin important de la saga, qui est manipulé par... Enfin, voilà, on a une histoire d'amour qui se transforme en quelque chose d'assez monstrueux finalement au fur et à mesure des pages. On va y revenir. Gilberto Villarroel, vous avez une fascination alors, pour Cthulhu et ces personnages de Lovecraft, je vais y revenir, mais vous avez d'abord peut-être, ou en même temps, une fascination pour les monstres maritimes. Expliquez-nous ça, peut-être parce que le Chili a une longue frontière maritime. Qu'est-ce qui fait cet intérêt, cette fascination pour des écrivains, Jules Verne et Poe, qui ont évidemment mis en scène des personnages maritimes, des situations maritimes, des monstres maritimes, et votre intérêt particulier pour ces monstres maritimes? Dites-nous tout, Gilberto Villarroel. Ok, bon, merci. Désolé pour l'accent chilien, j'aurais avis, j'ai fait des fautes encore. Il y a une tradition dans la mythologie chilienne originaire qui a inspiré plusieurs écrivains. Par exemple, la baleine blanche, le cachalot, Mochadik, c'est à l'origine de Moby Dick. C'est une baleine sacrée de la culture mapuche. Mapuches sont les gens de la terre. Et la baleine blanche amenait les âmes de guerriers décédés à une espèce de Valhalla située à la île Mocha. C'est pour ça qu'il s'appelait Mochadik. C'est le surnom que l'ont donné les baleinières à l'époque du 19e siècle. Et c'est un explorateur américain, Jeremiah Reynolds, qui raconte pour la première fois qu'il a écrit l'histoire. Et c'est ça l'histoire qui a été récupérée par Melville pour écrire Moby Dick. C'est-à-dire, les Chiliens ont déjà une liaison avec la mythologie, avec la terre, qui a inspiré des autres auteurs comme Edgar Allan Poe aussi, comme Jules Verne, comme Lovecraft. Et j'ai essayé un peu de récupérer la source originale, de retourner à l'origine aussi. Et c'est vrai qu'il y a une fascination de ma part avec toute la mythologie, spécialement avec Cthulhu, avec Lovecraft aussi. Et je pense que ce n'est pas un écrivain de niche, c'est un grand écrivain. Et que chaque histoire a un potentiel pour explorer des allégories. Et j'ai essayé de faire ça aussi avec les modèles de Pickman au cinéma, adapté comme BD aussi. Et Cthulhu, pour moi, c'est un personnage intéressant parce que c'est aussi un exilé, c'est un étranger, c'est un peu un miroir pour moi en tant qu'immigrant, en tant qu'étranger, et parce que les gens sont toujours, il y a toujours peur de l'inconnu. C'est une chose que Lovecraft a explorée aussi. Et je reprends la figure de Cthulhu pour l'insérer dans un roman historique maritime avec un vrai personnage historique que c'est Lord Cochrane, pour montrer un peu les combats entre deux visions de monde différentes. Mais c'est vrai qu'il faut embrasser aussi les monstres, je pense, parce que les monstres, c'est un miroir aussi. Et pour moi, Cthulhu, j'ai essayé de conserver un peu le mystère. C'est toujours un étranger, un exilé. C'est pas forcément un assassin, on dirait. Et pour lui aussi, les êtres humains sont étranges, sont des fourmis peut-être. Et Cochrane, c'est une fourmi qui se bat. Ça, c'est la vision du personnage, et les deux univers qui se battent, non?
Benoît Grison, je vous ai vu réagir pendant que Gilberto Vidaroel nous expliquait à la fois les racines de ces mythologies et pourquoi ça le passionne. Oui, parce que en fait, il y a toute une mythologie animale qui est très profuse en Amérique du Sud et qui a nourri beaucoup de choses. En Argentine, aussi un peu au Chili, il est censé y avoir des monstres lacustres, bien avant le monstre du Loch Ness. Et il y a tout un imaginaire amérindien, vous parlez de Mapuche, etc., autour de l'élément aquatique. Et puis il y a cette idée chez Gilberto qui m'intéresse beaucoup, parce que vraiment, moi, mon sujet, c'est beaucoup les interactions entre l'imaginaire humain et le monde animal, à savoir que on a projeté du monstrueux sur des espèces qui sont super différentes de nous en termes d'apparence. On parlera peut-être tout à l'heure du calmar géant, qui est un peu un Cthulhu zoologique. Et finalement, ces pauvres monstres, on est souvent très monstrueux avec eux. On le voit bien avec l'érosion de la biodiversité et la façon dont on fait disparaître la différence. Maintenant, on commence à s'émouvoir dans les salons Germano Prata en France du fait que les insectes disparaissent sans avoir réalisé pendant des décennies que c'était la base d'un écosystème, en trouvant répugnant dans notre culture les insectes qu'il faut écraser, qu'il faut éradiquer, etc. Donc, oui, on projette la figure de l'altérité inquiétante sur le monstre animal, mais quel est le plus monstrueux, l'animal ou l'être humain Voilà, c'est toute la question. En tout cas, on est souvent monstrueux avec les représentants du monde animal. Du Yéti au calmar géant, c'est le titre de votre livre. Et le chapitre 2, Énigme tentaculaire, s'intitule Du kraken au poulpe géant des Bahamas. Et oui, vous utilisez en exergue une citation du grand poète britannique Tennyson, on ne se refuse rien. Au-dessous des remous des gouffres supérieurs, loin, loin parmi les fonds, dans la mer abyssale dort de son vieux sommeil, sans rêve ni veilleur, le kraken. Oui. Doute-nous-en un peu plus sur les monstres marins, les calmars géants, les krakens, entre mythe et réalité. C'est une très profuse d'origine scandinave et qui s'est nourrie aussi de réalités biologiques. Tout à l'heure, vous parliez du prototype de Moby Dick. C'est aussi lié à la connaissance qu'avaient les Mapuches des cétacés. De la même façon, le kraken, ce mythe scandinave, il est né au Moyen-Âge et en partie seulement, de l'observation de calmars géants qui s'échouaient en Scandinavie, parce que le calmar géant, c'est un animal qui est fascinant, qui n'a été décrit qu'en 1857. Les femelles, parce que la nature n'est pas toujours sexiste, sont plus grandes que les mâles et peuvent atteindre 17 mètres de la pointe du cornet aux extrémités des tentacules, avec des yeux qui ont environ 25 cm de diamètre, ça pour suivre le sillon phosphorescent des cachalots qui veulent les manger. Donc c'est une coévolution entre le prédateur et la proie. Et donc il y a des endroits du monde, des hotspots à calmar géant, il y en a en Nouvelle-Zélande, en Scandinavie, au Japon, et ces animaux-là s'échouent assez régulièrement, ces animaux de grande profondeur. Et donc ça a alimenté pour partie le mythe du kraken, qui est une sorte soit de poulpe géant, soit de crabe géant, c'est pour ça que les invertébrés marins l'ont inspiré, chez les anciens Scandinaves, en gros en période viking. Bon. Eh bien, pendant très très longtemps, les malheureux baleiniers qui décrivaient le fait qu'ils avaient trouvé des tentacules de 3 mètres dans l'estomac de cachalot qui dépaissaient, qu'ils avaient vu des batailles entre cachalots et calmars géants, étaient traités effectivement de fous ou d'alcooliques, voilà. Bon. Et il a fallu attendre les années 1800 pour que certains naturalistes s'intéressent à ce spectaculaire organisme, parce que la nature a parfois beaucoup plus d'inventivité, et l'évolution est beaucoup plus inventive que notre imaginaire. Et peu à peu, on a compris de quoi se nourrissait la mythologie du kraken. Mais évidemment, quand je parle de la projection du monstre et de nos peurs sur des animaux, en l'occurrence très très inoffensifs pour l'homme, dans le cas du calmar géant, c'est que les anciens Scandinaves imaginaient toutes sortes de choses à propos de ce calmar géant, notamment le fait qu'il pourrait peut-être entraîner des bateaux au fond, vers les fonds. Et donc il est devenu la cristallisation de toutes nos peurs par rapport à l'animal qui se tapit sous l'eau, ce qui est aussi une image de l'inconscient inavouable, et aussi des dangers de la mer, pour
pour les marins scandinaves du haut Moyen-Âge. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant dans le Kraken et le calmar géant, c'est qu'on voit bien l'intrication du naturel et du culturel, et de nos projections imaginatives sur une nature très différente, parce que déjà les céphalopodes, poulpes, calmars suscitent une certaine répugnance encore chez beaucoup de gens, mais alors a fortiori quand ils atteignent des tailles comme ça, bon... là, c'est l'ambivalence et l'effroi. Et Herman Melville était très intéressé aussi par la mythologie du calmar géant. D'ailleurs, dans Moby Dick, il y a des allusions au calmar géant. Voilà. Et quand même une petite question complémentaire, Benoît Grison, c'est les monstres. Ils apparaissent comme des monstres aux yeux des êtres humains. Ils sont quand même niés dans leur réalité, puisqu'on a mis beaucoup de temps à admettre que de tels animaux pouvaient exister. On a en effet, comme vous l'avez très bien expliqué, pas pris au sérieux, aussi parce que c'était des gens des couches populaires, réputés pour relever le coude et avoir plein d'imagination, avoir peur, etc. Or, visiblement, un certain nombre de récits étaient des récits tout à fait réalistes, voilà, peut-être amplifiés un peu par la peur et l'imagination, mais qui, sur le fond, faisaient allusion à des faits scientifiques. Les monstres de notre imagination seraient-ils pour une partie d'entre eux, parce que le Yeti, on peut toujours s'interroger, mais en tout cas, sont-ils pour une partie d'entre eux des projections de monstres réels ou d'animaux fantastiques réels? Oui, l'intrication est vraiment forte entre la genèse de monstres animaux et l'observation d'un certain nombre d'organismes qui sont tout à fait étonnants, même pour les naturalistes. Il faut se souvenir que l'ornithorynque, qui est quand même un mammifère assez étonnant, il est ovipare, il a un bec de canard, il allait pour les femelles puisque c'est un mammifère. Quand il est arrivé en Occident, d'abord par des rumeurs, puis des informations au moment de la colonisation de l'Australie, dans les années 1800, les naturalistes ne voulaient absolument pas y croire. Et ce qui est formidable, c'est qu'ensuite, quand les premiers spécimens taxidermisés sont arrivés à Londres et à Paris, les gens cherchaient les coutures, c'est-à-dire ils étaient persuadés que c'était de la taxidermie artistique, comme on dirait aujourd'hui, due à des spécialistes chinois qui avaient monté eux-mêmes cette chimère. C'est-à-dire qu'il y avait des naturalistes professionnels qui ne voulaient pas croire le spécimen qu'ils avaient sous les yeux, qui trouvaient plus économique comme hypothèse de penser qu'il devait y avoir un trucage et que c'était de la très très bonne taxidermie artistique. Ça n'en était pas, bien sûr. Et ainsi de suite, au XVIIe siècle, quand vous avez les colons hollandais qui, en région indo-malaise, découvrent ce qu'on appelle les dragons volants, c'est-à-dire des petits lézards, tous les documentaires de la BBC se repaissent beaucoup de ce genre de cas extraordinaires, des petits lézards qui planent de branche en branche avec des sortes de membranes à l'air. Eh bien, les navigateurs hollandais de l'époque, ils décrivent ça avec leur catégorie culturelle, ils disent on a vu des petits dragons volants. Bon, c'était le début de l'histoire naturelle moderne. Je peux vous dire qu'à Amsterdam, quand on lit les textes de l'époque, on se gaussait de l'ignorance de ces gens et de leur capacité à se laisser abuser par les autochtones, bien sûr, qui étaient aussi, encore plus méprisables que ces marins, par des histoires abracadabrantesques, comme aurait dit un ancien président français. Donc, finalement, on trouve très souvent non seulement des organismes qui dépassent nos capacités imaginatives pour partie, mais qui vont alimenter des mythes, parce que dans un premier temps, on ne comprend pas ce que c'est, et on plaque dessus des fantasmes ou des catégories culturelles. Dragons, kraken, etc. Gilberto Villarroel, petit extrait, on est plongé dans l'un de vos romans, Cochrane versus Cthulhu, qui date d'il y a quelques années. Chapitre 12. Le carnet avec le nom imprononçable écrit sur l'une de ces pages passa de main en main jusqu'à ce que tous l'aient lu. Il était 9h moins 10 du matin. « Commissaire, je demande votre permission afin de reprendre le commandement du fort, dit le capitaine Néonette. »« Refusé, répondit Durand. Monsieur le commissaire, insista l'officier en essayant de maîtriser sa colère. Comme vous l'a dit Lord Cochrane, nous sommes menacés par l'attaque imminente d'une force ennemie d'origine inconnue. Ou de bêtes sauvages dressées pour la chasse, que les Anglais ont entraînées dans les Indes et qu'ils utilisent pour nous dérouter, l'interrompit Durand, sceptique. Non, commissaire, c'est impossible. Les Anglais ne sont pas derrière cela, intervint Jacques Joseph. Durand le foudroya du regard, mais le plus jeune des Champollion, sur un ton plus conciliant, compléta l'opinion de son frère. Les références à ses serviteurs sont antérieures à l'existence même de l'humanité. Même les caractères dans lesquels ces tablettes sont écrites sont de pâles vestiges d'une langue antérieure. Il s'agit là de citations, d'allusions
à des moments primitifs de la vie sur Terre. En résumé, nous ignorons ce qu'il peut nous arriver de plus, mais ce que nous savons, c'est que ça pourrait être pire, hasarda Lord Cochrane. Alors, la peur des monstres, et ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas? Gilberto Villarroel? Oui, merci à Jacques Fuentealba pour la traduction, traduit du chilien, espagnol du Chili. Oui, à chaque fois, j'essayais de montrer que dans un monde réaliste, on dirait dans un roman naval 19e, que c'est tout un genre qui a été inspiré par le vrai Lord Cochrane. C'est lui qui a inspiré tous les romans de Hornblower, Master and Commander. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire un jour une espèce d'hommage, c'est-à-dire un roman naval napoléonien, mais avec les vrais personnages qui inspiraient tout ça, Lord Cochrane, et mélangé avec l'univers de Lovecraft. Et j'ai décidé de montrer comme si tout ça, ça était vraiment passé. C'était ça l'exercice, non? Et c'est pour ça que le livre commence comme un roman historique, réaliste, et devient petit à petit fantastique. Et c'est pour ça qu'il y a des personnages historiques. À l'époque, c'est vrai que un des frères Champollion était le secrétaire de Napoléon pendant les 100 jours. Ça m'a donné l'idée de placer le frère Champollion à Fort Boyard, qui à l'origine était un projet de Napoléon, que Lord Cochrane a détruit l'année 1809 avec des bateaux explosifs. La seule chronique, c'est que dans mon livre, le fort a été reconstruit. Mais j'aime bien que tu aies choisi un morceau avec le commissaire Durand, un personnage de fiction, mais c'est un assistant de Fouché. Il est vraiment inspiré par Fouché, parce que dans le livre, il y a toujours les adversaires de Cochrane sont les vrais monstres, finalement. Ils sont capables de faire les choses plus terribles. Et ça, c'est les choses que je vais montrer aussi en tant qu'auteur, que nous sommes aussi les monstres, finalement. Et la autre adaptation, le modèle de Pigman, j'ai fait une adaptation libre, située au Chili, à l'époque de la transition démocratique. Et Pinochet était encore vivant, il avait le pouvoir encore, et les officiers de Napoléon, les ex-agents de la dictature, avaient encore l'uniforme. Pour moi, ils étaient des monstres et pas punis encore. Et ça m'a donné la possibilité d'utiliser comme une analogie les monstres de Pickman, qu'il a fait la peinture, la photographie, et comme une analogie de la situation politique du Chili. Ici, c'est à l'époque de la guerre entre les Anglais et les Français, l'époque de Napoléon, les 100 jours, mais ils sont obligés de faire une alliance contre les monstres, qui sont l'inconnu, non? L'étrange, les mystères. Mais on va voir qu'à l'intérieur de cette alliance forcée, il y a aussi des monstres. Ça, c'est toujours le but de mon écriture, finalement. Croire que les monstres sont possibles et que nous sommes les monstres. Vous aussi, d'une autre façon, vos fictions sont très différentes, une fantaisie épique. Vous parliez, on avait fait une première allusion, j'y reviens, au monstre humain, puisque là, on aborde justement ce rapport entre la projection sur des créatures réelles ou imaginaires, produits de notre imagination, qui sont là pour nous faire peur, etc. Et puis pour montrer à quel point nous, on est humains, on n'est pas comme ces bêtes-là, etc. Et vous avez ces monstres humains, et on pense à Méjo, le 3e volume de votre série, qui est, je le disais, un vrai portrait de salaud. C'est l'amant de la courtisane, un personnage dont, au surnom, on devine le métier qu'elle a pu un temps exercer. Et, à l'instigation de son amant. Voilà, on va y venir. Et donc, on va dire, c'est un proxénète, quoi, ce type, qui en plus, visiblement, fait des leçons de morale et la traite mal. Est-ce que le monstre, ce n'est pas... non pas l'homme en tant que tel, mais la masculinité toxique dans cette histoire? On revient sur les monstres collectifs, qui est un sujet qui est très intéressant, puisqu'une part de la monstruosité qu'on retrouve dans l'humain, notamment en situation de guerre et dans d'autres situations, dans des situations d'oppression, ce sont des monstres collectifs qui sont légitimés par une collectivité, induits, créés en partie par une collectivité. Juste avant de répondre, j'avais envie de réagir à ce que disait Benoît à propos de ces monstres sur lesquels on plaque des choses. En tant que médiéviste, ça m'a vraiment évoqué les bestiaires, ce que tu disais. Les bestiaires du Moyen-Âge, où on fantasmait plein de choses sur des animaux qu'on connaissait très mal, avec des cycles de vie qui étaient décrits dans ces bestiaires tout à fait sérieux, qui étaient complètement rocambolesques, où on remontait à Pline l'Ancien, etc. Mais alors, il y avait aussi, ils avaient fini comme
pratiquement toute la littérature médiévale à servir d'édification religieuse, en fait, puisque c'était des bouquins qui étaient utilisés comme guides moraux, en fait. Donc, par exemple, on expliquait que le castor avait une queue qu'il pouvait abandonner aux chasseurs pour échapper aux chasseurs. Que donc le castor abandonnait sa queue aux chasseurs, ce qui évidemment n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Et que... parce que c'était la queue du castor qui était convoitée par le chasseur. Il cherchait les queues de castor, et que donc il abandonnait ce que cherchait le castor pour ne pas mourir et pour lui échapper. De même, bon chrétien, tu sais que le diable, ce qu'il veut, c'est la part de ton âme qui pêche, et donc abandonne derrière toi le péché pour ne pas être la proie du diable, etc., etc. Et donc on se servait de ces bestiaires pour plaquer aussi beaucoup de choses qui étaient des choses humaines. Ouais. Tout un tas de traits biologiques que le micro. On ne comprenait pas, qui étaient mal observés, qui étaient interprétés de façon anthropomorphique ou moralisante. Oui, tout à fait. Oui. Et il y a toute une espèce de projection, de fantasme très imaginatif sur la faune qui nous paraît le plus ordinaire. Ce qu'on a pu raconter sur l'élan, c'est hallucinant, le castor et bien d'autres. Et voilà, moi ce que je trouve, c'est que les bestiaires, je ne vais pas enlever les mots de la bouche, tu connais ça mieux que moi, mais c'est l'expression parfaite de cette projection fantasmatique qu'a eu toujours l'humanité sur cette faune différente, animale, un peu répugnante, parce que bien sûr on n'est pas des animaux, surtout au Moyen-Âge. Nous on a une âme, voilà. Et donc on projette tout un tas de choses et qui sont très intéressantes, mais pour comprendre l'humain, pas pour comprendre l'animal. Oui, d'ailleurs, la question du moment où l'homme prend conscience d'être ou s'imagine être quelque chose qui est différent de la nature et du monde animal, reste toujours une question intéressante, parce que en histoire, en anthropologie, en préhistoire, la question de l'origine des choses qu'on considère comme normales est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément, parce que c'est la question qui m'aide de savoir si finalement c'est normal et s'il n'y avait pas d'autres voies possibles. Et le moment où on se considère plus comme faisant partie de la nature est intéressant. Et le Moyen-Âge est finalement qu'une étape intermédiaire. Si je reviens à mon monstre humain, alors voilà, je vais être sage et revenir sur la question posée, Madame la professeure. C'est quelque chose qui demande énormément de travail, pour être juste. La relation toxique, la relation de manipulation entre ce personnage masculin et mon héroïne était quelque chose de très très difficile à travailler, parce qu'un manipulateur, c'est subtil. Il fallait qu'il le soit pour que mon personnage féminin ne passe pas pour une cruche. Et en même temps, il fallait que ça soit visible pour le lecteur et pour les lectrices. Et ça prend parfois du temps. Alors, on a assez vite, en général, un malaise avec ce personnage, ne serait-ce que parce qu'il est un peu tête brûlée, un peu orgueilleux au départ. Mais au début, une partie du lectorat se demande est-ce qu'il va bien ou mal évoluer dans la suite de l'histoire. Et le fait de construire la monstruosité de cette relation de manipulation avec quelqu'un qui évidemment n'est pas du tout persuadé d'être un monstre, c'est le problème des monstres, c'est qu'ils ne sont jamais persuadés d'être un monstre. Le monstre qui réalise qu'il est un monstre a déjà cessé en partie d'être un monstre. En tout cas, il a commencé à cesser de l'être. Donc c'était quelque chose de très subtil à construire. C'est d'autant plus difficile que le lecteur est quelqu'un d'extérieur, et quand on est extérieur à une relation de manipulation et qu'on peut la voir de façon très précise, très intime, parce que les pervers narcissiques, c'est pas en public qu'ils vont montrer les mécanismes de manipulation. Quand on est extérieur, c'est facile de dire mais oui, sors-en, tu es manipulé, mais quand on est dedans, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc arriver à ne pas à montrer de façon crédible cette manipulation tout en créant l'empathie vers le personnage manipulé, c'est quelque chose de très difficile à faire. Il y a un énorme travail sur le dosage de la relation, sur comment ce type arrive à amener sa compagne, à la pousser à se prostituer par allusion, par des pactes qui ne disent pas leur nom, et tout en amenant l'amener là où il veut aller, tout en pouvant toujours dire mais c'est toi qui l'as voulu. C'est vraiment quelque chose qui est particulièrement, qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail, même dans la façon d'impressionner, de menacer l'autre sans la menacer. À un moment, elle est révélée publiquement comme étant une catin devant lui. Pour elle, c'est catastrophe. Il l'a appris, je suis allé trop loin, il le sait, et puis il quitte la ville, ils sont bannis de la ville, il marche pendant une journée complète et lui ne dit rien. Il garde un silence total qui est
qui est un silence terriblement manipulatoire. Et elle se répand en excuses, elle essaie de le faire parler, elle exprime ses doutes, ses regrets, enfin une myriade de choses, parce que lui reste silencieux. Et à un moment, il explose de colère vis-à-vis du garde qui a dénoncé sa compagne. Qui sont des gens privilégiés qui achètent leur charge avec du pognon et puis qui après vont exploiter cette charge pour exploiter. Ben, c'est quelque chose qui est hyper courant au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une civilisation terriblement corrompue, terriblement clientéliste, où effectivement beaucoup de gens qui sont dans le guet ou la garde sont des gens qui y voient une fonction très lucrative. Et il explose en colère contre ce gars-là, pas du tout contre sa compagne, mais en même temps il marche vers elle en tapant des couteaux de jet, parce que c'est un lanceur de couteaux, au sol comme ça, et il lui fait peur. Mais il n'exprime à aucun moment sa colère contre elle, mais contre un autre objet. Mais il lui fait peur. Donc, ce sont des comportements qui sont absolument monstrueux et qui sont vraiment étudiés dans le récit comme étant une partie de la manipulation. Gilberto Villarroel, on a parlé des monstres marins, de l'utilisation des personnages historiques, etc., et la façon dont un certain nombre d'êtres humains, dans le récit, dans le roman, dans le romanesque, mais aussi dans la réalité, peuvent se comporter comme ce qu'on appelle, avec des guillemets, des monstres. Vous avez aussi une fascination, on dirait presque une affection pour les monstres Lovecraftiens, parce qu'ils vous semblent finalement moins monstrueux que les monstres humains. Et dans un certain niveau, peut-être. Hein? Oui, parce que ce sont vraiment des étrangers, pour moi. Non? Et Lovecraft avait peur des étrangers. Lovecraft avait peur des étrangers, des immigrants. C'est connu, ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de conserver un peu de mystère autour de la figure de Cthulhu dans le crossover avec Cochrane. Mais il y a des histoires aussi liées à la mythologie. Encore une fois, Jeremiah Reynolds, l'explorateur américain des États-Unis contemporain de Cochrane, il a été perdu au sud de la Terre de Feu. Et il explorait quelques îles aussi, pas loin de l'Antarctique aussi. Et quand il était de retour, il a parlé d'un calamar géant attrapé dans son lagune qui a été adoré pour les Indiens. Peut-être Cthulhu est chilien à l'origine. Et aussi la mythologie mapuche raconte l'histoire de l'origine du monde comme un combat entre deux serpentes géantes, Kai Bilou, la serpente de la mer, et Tren Bilou, la serpente de la terre. Et c'est le combat qui a originé aussi le déluge universel, selon la mythologie mapuche. Il y a un historien chilien, Alfredo Jocelyn Holt, qui a décidé de commencer l'histoire du Chili, qu'il a écrit en plusieurs volumes, avec toute une partie consacrée à la mythologie. Parce que pour lui, c'est nécessaire aussi pour comprendre aussi notre passé. C'est-à-dire, la mythologie fait partie finalement de notre réalité aussi, d'une certaine façon. Vous êtes donc d'origine chilienne, franco-chilien, et vous avez évidemment un rapport, vous avez cité Pinochet, à l'histoire du Chili, à la répression qui s'est abattue en septembre 1973 et à tout ce qui pèse encore aujourd'hui à partir d'un régime monstrueux. Il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul, mais un régime monstrueux dirigé par des monstres, entre guillemets, qui sont des monstres humains et qui se présentent comme des défenseurs de la foi, de la pureté, de la morale, de l'éthique, alors qu'évidemment tout leur comportement, y compris enlever des enfants à leurs parents pour les faire adopter, l'affaire arrive en France, hein, puisque ce scandale qui est lié au régime Pinochet, mais pas que, qui va plus loin, la monstruosité des comportements humains. Et vous êtes fasciné par les monstres Lovecraftiens. On a compris que vous étiez plutôt un auteur progressiste. On va employer ce terme-là pour éviter les étiquettes qui n'ont aucun intérêt dans ce débat-là. Et vous êtes fasciné par les monstres et les histoires de Lovecraft, dont nous savons tous que c'est un immense écrivain et en même temps un antisémite, un raciste, un fasciste. Enfin, arrêtons de faire semblant de... quand on a affaire à des écrivains, j'ai beaucoup d'admiration pour la plupart des romans de Céline. Or, ce type aurait dû être condamné à mort à la Libération. Je rappelle, sa peine de mort existait à la Libération parce qu'il a dénoncé des gens très concrètement et puis que c'était un partisan du génocide. Donc, il y a des écrivains qui sont aussi des monstres dans leur façon de traiter les autres êtres humains et de les appréhender. Et quel est le rapport d'un écrivain progressiste comme vous à des écrivains en partie monstrueux comme Lovecraft ?
problématique en tout cas. Comment, et c'est une question que je me pose aussi comme lectrice évidemment, comment on peut être passionné par des écrivains et leurs œuvres, avec l'écart partiel entre les deux, bien qu'ils puissent nous déranger et pas vraiment, sur les valeurs qu'ils défendent, aller dans le sens des nôtres. Quelle est la place de l'écrivain qui aborde les monstres, mais pas là les monstres de fiction, mais les écrivains qui sont aussi de sortes de monstres par rapport à l'absence de valeurs humaines ou à des valeurs humaines avec 3 paires de guillemets. Voilà. Oui, Lovecraft était un écrivain avec une grande quantité de contradictions dans sa vie. Il a été marié avec une femme juive, il avait des amis juifs, c'est-à-dire il avait tout un contexte de la idéologie, mais aussi sa vie, c'est plus... il y a des nuances dans sa vie. Et sa écriture, c'est un reflet aussi de la peur qu'il avait des étrangers, des inconnus, des immigrants. Et j'ai essayé de reprendre ça d'une façon plus générale, on dirait, pour montrer à l'époque de Cochrane, on était en train de découvrir le monde. Et il avait aussi un regard raciste vers les autres cultures, comme les cultures de l'Amérique du Sud, par exemple. Mais Cochrane était un personnage vraiment en avance à l'époque, un personnage humaniste, révolutionnaire. Il était un homme politique, un parlementaire radical qui s'est battu pour le suffrage universel 30 années que ça devienne une réalité au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il a été expulsé du Parlement, de la marine. C'est pour ça qu'il a été au chômage, disponible pour commander la flotte au Chili, pour libérer le Chili pendant la guerre d'indépendance, le Pérou, le Brésil après, et la Grèce. Et j'essayais d'opposer un personnage comme ça à cet univers Lovecraftien pour chercher un équilibre aussi dans mon point de vue, en tant que Chilien qui a vécu aussi une dictature raciste d'une certaine façon aussi, les procès qu'a développé le magistrat Garzón en Espagne contre Pinochet. C'est pour génocide, c'est bien dit ça en français, génocidio. Oui? Et toutes les victimes sont mapuches. Et la police secrète de Pinochet, la direction d'intelligence, la DINA en espagnol, a été organisée selon le modèle de la SS. C'était un officier, le général Contreras, colonel à l'époque, qui avait une dépendance directe de Pinochet, qui a sauté tous les niveaux de la hiérarchie de l'armée chilienne. C'est-à-dire qu'il y a toujours un parallèle. Mais Lovecraft, pour finir, oui, c'est un écrivain avec des contradictions, avec des nuances. Et j'ai essayé de reprendre les choses qui, pour moi, portent un message un peu plus général et plus ouvert à des autres interprétations allégories aussi. La littérature reconstruit aussi, réinvente, imagine, bouscule et réécrit des mondes alternatifs. C'est aussi parfois son enjeu pour vous, Gilberto Villarroel. Oui, bien sûr. Et j'utilise l'histoire comme un point pour commencer, on dirait, un point de partie. Pour la moitié de chaque roman historique, il y a toujours une recherche pour chaque roman, mais à partir de ça, tout est possible. C'est une façon aussi de réinventer la réalité, de regarder l'histoire d'un autre point de vue et de chercher des autres interprétations possibles aussi. Oui. Benoît Grison, les monstres, en fait, c'est les monstres que nous imaginons, auxquels nous avons cru ou que nous avons niés. Mais vous, ces monstres, en tout cas ces animaux extraordinaires, dont certains se révèlent réels, ils vous fascinent, ils vous passionnent. Allez, je vais aller jusque-là. Vous avez de l'affection pour eux. Bien sûr, mais je pense que effectivement les monstres sont objectivement fascinants à différents niveaux. Alors ça peut être effectivement pour nous la figure de l'étranger, comme Cthulhu pour Lovecraft, mais c'est aussi la figure de notre lien à l'animalité qu'on a longtemps nié. La cryptozoologie est pleine d'hommes singes. Comme le Yéti, l'Almasty, etc. Et ça, c'est ce que Stéphane disait tout à l'heure, ça correspond à un moment le développement de ces idées cryptozoologiques où la société occidentale avec Darwin réalise que il y a un ancrage dans l'animalité de l'humanité
et que, alors, est-ce que vraiment ces singes qu'on trouvait par exemple en période médiévale répugnants parce que comme une espèce de figure diabolique inversée de l'humain, n'étaient pas nos frères? Donc oui, moi je m'intéresse beaucoup à des monstres qui sont nos frères par rapport aux liens évolutif qu'on a avec, et c'est fascinant. Et bien entendu, cette prise de conscience de notre appartenance au monde animal, même si on appartient aussi au monde de la culture, mais tout est complexe, que les animaux ont des cultures aussi, elle a généré un imaginaire cryptozoologique qui est très fort. On parlait des 100 jours. Il y a un naturaliste franco-américain que tu connais peut-être, Gilberto, qui s'appelle Constantin Rafinesque, qui au moment des 100 jours s'est exilé aux États-Unis, parce que vraiment l'instabilité politique et puis aussi la dictature napoléonienne, il n'y avait jamais plu, et puis là il se demandait vraiment où partait son pays. Il s'exile aux États-Unis, et Constantin Rafinesque, c'est vraiment une figure de la découverte de l'évolution, parce que c'est un des pionniers de l'idée de l'évolution avant Darwin, et à partir du moment où il est sensible à ce lien qu'on a avec les animaux, que le fait qu'il y a des animaux extraordinaires, qu'il y a des animaux qui sont proches de l'homme, même par le comportement, pour Rafinesque, tout est possible. Il est connu à la fois comme un grand pionnier de l'histoire naturelle américaine et comme quelqu'un qui allait souvent trop loin. C'est-à-dire qu'il pensait que, bien avant certains cryptozoologues un peu fantaisistes modernes, qui avaient derrière chaque mythologie de monstres dans un lac, que ça soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, de véritables monstres. Il croyait aux serpents de mer de manière relativement naïve, mais pourquoi ? Parce qu'il découvrait l'étendue de la biodiversité, l'étendue des formes qu'avait généré l'évolution, puisqu'il est un des premiers qui a une idée d'évolution, donc pour lui, tout était possible. Alors parfois, il s'est forcément trompé, parce que l'imaginaire de la nature est profond, mais ne va pas toujours dans le sens de ce qu'on attend de nous. Imaginaire et oui, Stéphane Plateau. Ça reste hautement culturel ce qu'on plaque sur l'animal, puisque autant le singe pour le chrétien d'Occident est considéré comme une figure diabolique contrefaite de l'homme, autant en Inde c'est le fidèle compagnon, c'est le dieu Hanuman qui est le fidèle compagnon du grand héros Rama, et c'est tout à fait autre chose, quoi. Monstre humain et monstruosité humaine. Les Embrasés, c'est un recueil qui vient de sortir, Stéphane Plateau, qui se rattache à votre série, Les Sentiers des Astres, mais qui se déroule avant. Cette narration de votre pentalogie, c'est 5 volumes. 4 sont sortis et vous êtes en train d'écrire le 5e. Et donc là, on est un peu avant et ça donne le cadre auquel il est fait allusion dans les différents volumes. Petit texte pour vous situer, je vous poserai ma question. 1001 torches, prologue à la saga des Sentiers des Astres. Victorieux par les armes au guet de Langmuir, l'héritier roi Achille Soranès n'a plus d'obstacle à ses ambitions hégémoniques. Défaite des armées de Narakine, vaincu leur duchesse Maroué Sluari, qu'hier encore on appelait la reine Maroué. Plus jamais elle ne s'opposera à lui à l'assemblée des peuples. Achille peut régner sans partage, instaurer un pouvoir fort sur l'ensemble du royaume. Dans la foulée de la bataille, ses troupes entrent en triomphe à Narakine. L'héritier roi dispose de peu de temps pour s'assurer de la soumission des Luari. L'hiver venant, ses vassaux, quittent un à un l'armée royale pour regagner leur fief. Un acte de reddition est imposé à la duchesse captive. Il abolit tous les privilèges et exceptions dont le vieux duché jouissait depuis des siècles et le ravale au rang de simple province de l'héritage. En découvrant sa teneur, Maroué aurait glissé à ses valets « Peu importe que je signe ce parchemin ignominieux, il tombera en cendres aussitôt qu'il connaîtra la lumière des astres. » La parole d'une sorcière n'est pas à prendre à la légère. Alors les valets la rapportent à leurs proches, et ces mots se répandent dans la cité comme une promesse, attisant la rancœur contre les Souranès, soufflant sur les braises d'une colère qui ne demandait qu'à s'embraser. Chronique de la guerre civile, année 1, par Connour d'Urtache. Donc c'est une guerre civile qui, après cette défaite, va éclater, qui a été défaite, mais la révolte, il y a toujours une envie de combat, il y a toujours une envie de ne pas accepter cette oppression, et donc votre groupe de personnages qu'on va retrouver dans la saga du Sentier des Astres vont tenter de voir ce roi diseur, qui est une figure réelle ou mythologique, au début on ne sait pas trop. Un oracle, oui. Voilà, et qui disposerait donc d'une arme terrible. Et là aussi la question, on est plutôt, on voit bien que ceux qui viennent de triompher sont plutôt du côté du mal. Ceux qui viennent d'être défaits sont plutôt du côté du bien. Tout ça est relatif, il y a du gris dans ces affaires.
Il y a pas, c'est pas simpliste, c'est beaucoup plus nuancé, mais il y a quand même un camp qui est plutôt moins mauvais que l'autre. En tout cas, on le pense. Et à un moment Faut pas oublier que le narrateur de la saga appartient à un des camps. Voilà, il n'est pas non plus neutre, clairement, il est engagé. Mais ces gens, qui ont quand même un certain nombre de valeurs, clairement, eh bien, à un moment donné, se posent la question de se procurer une arme terrible. Et là aussi, est-ce que tout est justifié ? Quelle arme peut-on utiliser ? Jusqu'où peut-on aller quand on combat, qu'on pense combattre le mal absolu ? Je prends l'exemple facile du nazisme ou de l'impérialisme japonais qui a amené l'utilisation, et on se pose toujours cette question, est-ce que ça justifiait l'envoi des bombes sur Nagasaki et Hiroshima ? Voilà. Et est-ce que si Hitler et les nazis avaient résisté jusqu'au bout, est-ce que les Alliés l'auraient balancé sur Berlin, sachant qu'à Dresde, ils ont quand même causé quelques dizaines de milliers de morts qui, pour l'essentiel, étaient des civils allemands. Donc voilà, toutes ces questions éthiques, ce sont des questions qui traversent complètement votre œuvre. Et la question des monstres, qui est le sujet de cette table ronde qui va bientôt s'achever, c'est la question aussi de nos interrogations et de notre regard, surtout quand nous sommes nous-mêmes engagés dans ces batailles. Oui, j'en profite pour dire aux nombreux journalistes présents dans la salle que la sortie du film Oppenheimer pourrait être une très bonne occasion de m'inviter sur les plateaux pour parler de la bombe atomique telle qu'elle est représentée de façon symbolique en fantasy par l'Astra, qui est une arme absolue que je tire d'ailleurs de la mythologie hindoue, puisque mon univers s'inspire en grande partie des mythologies celtiques et hindoues. Il y a une sorte de syncrétisme. Voilà, blague à part, effectivement, on est dans une guerre civile, on a deux camps. On a un camp qui prétend réaliser l'unification d'un vaste ensemble culturel à son compte. Enfin, c'est unifié, mais il souhaite aller plus loin dans l'unification, notamment en imposant toute une série de normes administratives, en imposant en unifiant le droit à son profit, malheureusement dans un sens défavorable aux femmes, etc., etc. Bref, on a une tentative d'unification administrative d'un pays qui est pour l'instant un ensemble disparate, et l'État dans l'État qui lui résiste, c'est l'État d'Eluari, qui a son propre droit, qui a tout un réseau de vassals et qui est forcément son ennemi au Conseil, et donc il va essayer de mater cet ennemi. Mais il va aussi avoir un prétexte pour le faire, qui lui donne un prétexte moral pour le faire, dont le barde, qui est notre narrateur, qui appartient donc à ce camp, cet État dans l'État. Donc la maison Luari, étrangement, ne parle jamais dans la saga. Voilà, donc pour moi, la guerre est une monstruosité, la guerre civile particulièrement est une monstruosité, et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle révèle les salauds dans les deux camps, et les hommes vertueux dans les deux camps, et comment elle en demande toujours plus aux gens vertueux dans les deux camps. Comment elle met en scène l'héroïsme, comment on peut avoir quelqu'un qui est fondamentalement quelqu'un de bon, mais qui se retrouve à servir ce qui est quelque part, ce qui reste la mauvaise cause. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fort dans l'épique, en fait, qui est une littérature, tout ce qui est pré-chrétien, que ça soit l'Iliade, le Mahabharata, que ça soit les mythes irlandais, le cycle d'Ulster, etc., sont des littératures qui sont assez peu manichéennes, où il y a des héros et des salauds dans les deux camps, simplement parce que les dieux sont dans les deux camps. Ça change malheureusement avec le monothéisme. Dieu n'est plus que dans un seul camp, et on a une vision beaucoup plus simpliste après ça du mythe, et notamment ça commence dans la littérature de chevalerie aussi largement. Et donc, effectivement, on a un camp qui est en tout cas perçu par le lecteur comme le meilleur des deux camps, on va dire. Le moins mauvais, mais dans lequel il y a à bord du bateau des gens qui sont vraiment des psychopathes. Il y a des personnages qui sont de vrais psychopathes dans l'équipage du capitaine Rana. On va dire un personnage comme Nadrar Kadervi, qui est un assassin et un espion, est un type extrêmement dangereux. Et en même temps, et puis ils sont à la recherche de la maîtrise d'une arme voilà, en gros, une arme, elle est jamais bonne en soi, et elle a toujours des conséquences, et plus on avancera dans la saga, et plus on se rendra compte à quel point les conséquences de cette arme sont ingérables. Gilberto ? Oui, j'aimerais bien si tu peux dire, tu peux prononcer mieux que moi, la citation de Lovecraft qui apparaît dans les livrets. Oui. Un peu pour finir, je pense, de mon côté. Alors, deux citations peut-être, la deuxième aussi, je pense qu'elle est intéressante. Peut-être. Mais la première est claire, Lovecraft. L'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité, c'est la peur. Et la peur la plus ancienne et la plus forte est celle de l'inconnu. Bienvenue dans les débats français. J'ajouterais-je. Ben voilà, on est au cœur de ces discussions. On arrive bientôt à la fin de notre table ronde.
Et je vais quand même, sur un sujet comme celui qu'on a abordé, ne pas faire d'impasse sur les questions qui nous agitent. On aime les livres et c'est ce qui nous rassemble. Et puis on est aussi français et il y a des choses qui nous divisent. Et la question de qui est le monstre dans les débats français d'aujourd'hui et leur radicalité, hein, il y a toujours eu des débats virulents en France, mais on est actuellement dans des situations, je pense que si on est de bonne foi, on peut tous, quels que soient nos points de vue, le constater. On a par exemple un président de la République dont certains le qualifient de fasciste, qui quand même dénote probablement, je précise, je ne suis pas macroniste, une peu de connaissance de ce qu'est le fascisme réellement, qui ne l'ont pas connu ou qui ne l'ont pas connu par leur famille. Et puis on a des gens qui qualifient un des leaders de l'opposition de gauche de révolutionnaire ou d'extrême gauche, alors qu'évidemment, quand on regarde son programme, qu'on regarde son histoire et ses responsabilités, c'est un homme de gauche, qu'on l'aime ou pas, mais pareil que l'autre. C'est aussi excessif de le traiter d'extrême gauche. Pour peu qu'on ait fréquenté l'extrême gauche dans sa jeunesse, il y a 40 ans, qu'on en ait fait partie, on sait quelle est la différence d'une gauche, fût-elle en parole radicale, et d'une extrême gauche. Dans les deux cas, on a une sorte de monstruosisation de l'adversaire, c'est-à-dire d'un excès. Et la façon dont, dans vos romans, dans vos intérêts, etc., la question du monstre traverse vos travaux, est-ce que justement, pour des écrivains, que ce soit des écrivains de fiction ou de non-fiction, est-ce que c'est pas dans tous nos débats actuels, je pense que la question, alors là aussi, des migrants, des réfugiés, on emploie des termes, hein, les thèmes ne sont jamais neutres, des demandeurs d'asile, et parfois il y a différentes catégories, et puis la question des réfugiés climatiques à venir, dont on sait que ça va être une question considérable. Est-ce que ces peurs qui nous agitent, ces peurs d'être submergés, est-ce que ce ne sont pas des peurs Lovecraftiennes, des peurs qui, quelque part, peuvent nous pousser, alors qu'on a l'air des êtres humains civilisés, on aime tous les livres déjà, on aime lire, est-ce que ces questions-là ne vont pas faire de nous des monstres dans les années qui viennent, les uns et les autres? Même un Belge peut s'exprimer sur la situation française. Ouais, de nouveau le monstre collectif, hein, qui fait assez peur, hein, effectivement. Bon, on va pas se relancer dans l'avenir climatique qui nous attend parce que c'est un sujet trop triste et trop flippant. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une époque qui est particulièrement où il est particulièrement adéquat de parler de ces monstres collectifs, du retour du populisme, de ce monstre qu'est la fragmentation de l'humanité dans des croyances et même des univers de croyances qui sont devenus tout à fait incompatibles, où on a des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité scientifique, mais où le mensonge s'auto-justifie en colonisant de plus en plus de parts de la réalité, de plus en plus de sujets. Vraiment le monstre des fake news, le monstre du populisme, le monstre de la montée du fascisme. On le retrouve aussi dans mon travail, hein. Je veux dire, le monstre du populisme, il me marque profondément, enfin, de ce populisme qui mène au fascisme, de ce populisme d'extrême droite. Voilà, c'est. Je vais pas en dire plus. Gilberto Villarruel, qui, par évidemment ses origines, a une expérience de ces questions. Oui, je travaillais comme journaliste les 4 dernières années de la dictature, contre la dictature, évidemment. Et l'année prochaine, mon éditeur est en train de traduire un roman que j'ai publié au Chili, que j'ai fini d'écrire avant l'explosion sociale de 2019, qui s'appelle Zona Zero. Es un roman de vampires. Les vampires comme suceurs de sang, un peu reviennent à l'origine, non, à Polydor. C'est une allégorie du capitalisme sauvage, mais contemporain, aujourd'hui, Santiago du Chili, rien à voir avec Cochrane. Et c'est une autre exploration du côté des monstres dans notre société. J'espère que l'année prochaine, en février, sortira en français. Benoît ? Merci Gilberto. Oui, il y a effectivement, le monstre c'est aussi l'archaïque comme disent les psys, c'est-à-dire que c'est nos projections, c'est nos pulsions, et évidemment si on n'est plus capable d'exprimer l'imaginaire, y compris nos imaginaires politiques contradictoires en argumentant, là le danger approche, parce que, et on voit ça dans certaines formes de populisme, clairement,
non seulement la société se fragmente en des communautés qui, quelque part, ont des visions du monde incommensurables, mais en plus, beaucoup de ces gens n'éprouvent plus, quand ils expriment leur point de vue politique ou idéologique dans la société démocratique, la moindre volonté d'argumenter, de discuter, d'écouter l'argumentation de l'autre. Et à ce moment-là, évidemment, le danger devient majeur. Donc l'imaginaire, oui. Le fait que nous sommes des êtres de fantasmes, oui, de pulsions, etc. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes des êtres de raison, pas au sens d'un rationalisme étriqué, mais que le fait de laisser de la place à la parole de l'autre et d'échanger des points de vue argumentés est fondamental. Sinon, c'est la lutte des visions totalitaires sur le plan de la pensée, incommensurables les unes contre les autres. Continuons à aimer les livres, continuons à aimer les écrivains, et c'est notre droit, et c'est parfois loin du molle oreiller du doute, mais qui était aussi positif, hein. Il ne faut pas l'interpréter, le propos de Montaigne à Bordeaux, il fallait bien que je le cite, comme un propos mollasson, mais un propos au contraire de prudence. Peut-être qu'il est légitime pour les uns et les autres d'avoir des convictions, mais gardons-nous des certitudes. C'est la voie vers la monstruosité. Je pense que sur ça, on sera tous d'accord.